Welcome everyone to the September 29th session. Bienvenue tout le monde à la séance du 29 septembre de l'OMS, coûts, budget, financement et livraison des vaccins COVID-19. Nous avons la séance numéro 9 qui fait partie de cette série. Nous concentrons sur le partage des expériences des pays de l'Est méditerranéen et de l'Ouest Pacifique. Je m'appelle Bruce Strovinger. Je suis chez Project ECHO. Nous soutenons l'OMS avec ces séries d'apprentissage et je vais parler de quelques questions d'intendance avant de commencer avec la séance proprement dite. Tout d'abord, nous avons l'interprétation qui est disponible en français et en espagnol. Veuillez profiter de cette option en cliquant sur le globe qui dit interprétation qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est un globe. Si vous souhaitez mettre en silence l'audio original, il y a une option qui se trouve juste en dessous des langages pour écouter seulement et uniquement la version interprétée. Nous attendons vos questions et vos commentaires sur la séance d'aujourd'hui. Veuillez poser vos questions dans la section QA juste à gauche de l'interprétation, en bas à droite. Si vous avez des problèmes d'informatique ou de questions techniques ou sur le certificat de participation, veuillez inclure cela dans le chat et nous allons faire un suivi de ceci pour vous aider au mieux possible. Il y a une reproduction sous-titrée de la version anglaise. Vous pouvez y avoir accès également en sélectionnant « Montrer les sous-titres ». Et ceci est également accessible en bas à droite sur votre barre d'options. Nous avons la séance d'aujourd'hui en mode d'enregistrement, comme ça a été le cas pour le reste des épisodes de cette série. Votre présence est un consentement à l'enregistrement. Ces enregistrements seront partagés après la séance en français, en anglais et en espagnol, et nous vous enverrons les liens au site où vous pourrez avoir accès à ces enregistrements. Nous allons également proposer un certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique où le projet ECHO est basé. Nous aurons également un chat à 15 minutes avant la fin de la séance pour avoir accès à un questionnaire rapide. Nous apprécierons vos commentaires. Ceci nous aide à planifier et programmer ces séances. Vous aurez également accès à ce certificat de participation une fois que vous aurez rempli le questionnaire. Données. Nous prenons la question des données très au sérieux et tous vos données d'identité seront gardées de manière très sérieuse. Ces données, cette information, lors de l'enregistrement, seront gardées et stockées de manière sérieuse. Nous partagerons ceci avec l'OMS, mais ceci est partagé de manière très sûre. Sur ce, je passe la parole à Keren Young, qui était à l'OMS pour la bienvenue formelle. Keren. Merci Bruce, bonjour, bonne après-midi tout le monde. Ici notre carte générale de l'OMS. Commençons tout d'abord avec un coup d'œil aux annonces de cette semaine. Pour ce qui est de l'utilisation des vaccins COVID-19 avant la date de péremption est disponible en anglais, en arabe, en chinois, en portugais et en russe. Et aussi, nous avons actualisé les données sur le vaccin Moderna. Il y a une série webinaire sur le déploiement de l'EMS électronique. La deuxième séance sur la livraison d'EMS logiciel service aura lieu demain. Et voici le lien pour vous enregistrer si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est la dernière séance pour le mois de septembre et cette semaine, nous allons avoir l'occasion de parler de
l'application dans la région sud-est asiatique et méditerranéenne. Vous trouverez un lien d'enregistrement pour les prochaines séances dans la section du chat. Aujourd'hui, nous allons avoir deux régions. La première partie de cette séance sera sur la région du Pacifique de l'Ouest avec le docteur Kali. Nous allons voir le retour de la vaccination COVID du point de vue économique, les résultats de la vaccination en utilisant l'outil civique et le financement public dans la région du Nord. Ensuite, nous allons avoir la région méditerranéenne de l'Est. Ils parleront de l'importance de coûts soigneux de la vaccination COVID-19 et DVP et le coût pour la Syrie. Quels sont les objectifs? Partager les expériences des zones de l'Est méditerranéen et du Pacifique de l'Ouest pour avoir un dialogue à l'heure de discuter avec le ministère de la Finance pour rendre possible le financement correct de la vaccination COVID-19. Nous pensons qu'après cette séance, vous allez pouvoir aller voir les outils nécessaires dans votre région pour explorer les zones importantes de financement de la finance en santé, spécialement autour de l'exécution des budgets qui ont un impact sur l'utilisation et la disponibilité des fonds pour la vaccination COVID-19 dans son déploiement et donner des résultats d'analyse comme par exemple les retours sur investissement. Et c'est à l'heure d'avoir un dialogue avec les ministères de la Finance. Je voudrais à présent vous poser quelques questions de sondage. Est-ce que l'équipe ECO peut ouvrir la partie sondage? Nous allons avoir une interaction maintenant avec 3 questions que nous allons vous soumettre pour mieux vous comprendre. Vous pouvez voir les questions qui sont posées et y répondre pour chaque question. La première question est pour mieux comprendre. Dans quelle région de l'OMS travaillez-vous? Afrique, Est méditerranéen, Europe, Amérique, Ouest Pacifique ou Sud-Est asiatique? Deuxièmement, quelle a été votre participation dans le développement du plan national de développement NDVP pour COVID-19 dans le pays? Participer avec les coûts et le financement, participer avec d'autres parties du plan, conseil externe pour le coût et le financement, conseil externe pour d'autres parties du plan, n'a pas participé dans l'élaboration du plan, mais le connaît, n'a pas participé dans l'élaboration du plan et n'est pas au courant. Dernière question, avez-vous utilisé l'outil de développement rapide CVIC? Vous pouvez dire oui, et on a fini l'utilisation. Oui, mais encore en train de travailler là-dessus. Oui, mais on ne pouvait pas compléter l'exercice. On a entendu parler de cela, mais jamais utilisé, ou on n'a aucune idée de cet outil parce que nous n'en avons jamais entendu parler. Lorsque nous aurons les réponses, l'équipe peut nous montrer le résultat de ce triple sondage. Parfait, nous avons la majorité de la région africaine et de l'Est méditerranéen. J'espère que vous pouvez obtenir davantage d'informations pour votre région sur base de cette séance. La deuxième question. La plupart ont participé dans le plan NDVP, mais pas dans l'aspect des coûts et financements. Et vous avez entendu parler de l'outil CVC, mais vous ne l'avez pas utilisé. Et espérez que sur base de cette séance, vous pourrez en savoir davantage pour l'application dans votre pays. Sans davantage de retard, je passe la parole à Dr. Peter Kali pour qu'il puisse commencer à partager son écran avec vous. Diapositive suivante, Dr. Peter Kali.
Merci, Karen, et merci, Bruce, pour ces introductions. Est-ce que tout le monde peut me voir et m'entendre de manière... Oui, merci. Alors, de la région Ouest Pacifique, nous avons établi des présentations sur base de trois principes essentiels. Le premier principe étant que nous avons besoin d'avoir plus de participation et de contact avec le ministère de la Finance. La première présentation viendra de George Silas de l'école de Londres, d'économie de Londres et de l'Observatoire de Londres avec les observations qu'ils ont pu faire qui nous montrent quelle est l'augmentation des gouvernements comme résultat de potentielle augmentation des recettes des gouvernements qui proviendrait d'une stratégie de vaccin. John ne va pas parler de toute l'intégralité de l'avantage économique qui accompagne la vaccination COVID-19 pour se concentrer plutôt sur l'augmentation des revenus des gouvernements sur base de l'augmentation de l'activité économique dans le développement du vaccin COVID-19. Nous passerons ensuite au docteur Enya King de notre bureau au Laos, qui va nous parler de l'utilisation de l'application civique au Laos, et ceci en conjonction avec les confrères et collègues. Elle a travaillé de près avec les collègues et confrères du ministère de la Santé du Laos, également de la Banque mondiale. Ils ont également fait un effort pour l'utilisation de l'outil civique dans cet effort de la vaccination COVID-19, spécialement avec l'inclusion des doses de renforcement ou booster. Un scénario que l'outil civique pour lequel l'outil civique a été utile. Et cette troisième dose de renforcement fait partie de l'horizon. Et finalement, nous aurons un représentant de la Banque mondiale pour voir les modifications dans le financement public avec l'utilisation de principes avec des changements possibles qui sont en train d'être mentionnés. La gestion du financement public pour savoir que l'argent arrive aux travailleurs qui ont le plus besoin de ce financement. Sur ce, je vais passer la parole au Dr. John Silas pour la première présentation. C'est à vous. Merci, Peter. Des diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, alors, je vais présenter un projet qui est très fun, qui est très amusant. Pour essayer de déterminer, Peter est venu me voir en me disant, y a-t-il une façon peut-être de faire une prévision des retours économiques, des retombées économiques qui accompagnent la stratégie de vaccination? Voici notre essai à l'heure de relever ce défi. Je crois que l'intuition d'ensemble derrière le simulateur que je vais vous montrer en parlant de vaccins et d'avantages économiques, il faut essayer de comprendre ce qui a eu une activité de crise de COVID. Je pense que dans la plupart des pays, c'est aussi une question de baisse de dépenses des ménages. Dans la plupart des pays, il y a eu beaucoup de stimulation économique avec des visas au chômage et également des revenus qui ont malgré tout été maintenus dans l'ensemble car les économies l'épargne commence à augmenter, mais c'est aussi la consommation qui a baissé. C'est dû au confinement, c'est dû à la anxiété d'ensemble à l'heure de sortir et de dépenser de l'argent. Si on veut comprendre le COVID et l'économie et en réalité le rôle des vaccins, nous devons nous concentrer sur la consommation et la dépense. Comme on peut voir sur cette figure à droite, qui revient de Robeck, la consommation est au cœur du PIB dans la plupart des pays. C'est arrêté pour la plupart des pays, 70% des pays, 70% de l'économie est poussée par la consommation.
Je travaille principalement en Europe. Mille excuses si cette diapo se concentre sur l'Europe. Ceci est la consommation des ménages par rapport à 2019 pour chaque trimestre 2020. Et ce que vous pouvez voir, alors que j'en parlais, c'est qu'il y a de grosses chutes de consommation et de dépenses des ménages qui peut être vue ici durant la pandémie. Si on trouve une figure milieu, on peut trouver 27, deuxième trimestre 2019, jusqu'au premier trimestre 2020, il y a eu 50% de baisse dans la consommation des ménages d'un trimestre d'une année au même trimestre de l'année suivante. Il y a eu des déclins pour toute l'année. Ceci montre simplement les 3 premiers trimestres, mais si on regarde tout à fait à gauche, au Royaume-Uni, c'est où j'habite, où je vis, entre deuxième trimestre 2019 et deuxième trimestre 2020, il y a eu une chute astronomique dans la consommation des ménages qui a représenté 24%. On parle véritablement d'une fonction de déclin économique de la part de la consommation à cause de COVID-19. Heureusement, le déploiement de la campagne de vaccination, et il s'agit ici de l'Office des statistiques nationales au Royaume-Uni. J'ai pris ceci du journal The Guardian, mais ceci montre qu'au mois d'avril, c'est-à-dire quand le vaccin était déjà un succès au Royaume-Uni, il y a eu un retour à la consommation, la vente au détail, la vente en gros également. Si vous essayez de faire une représentation dans votre tête, on est revenu à la tendance habituelle. Avec la vaccination, on peut réouvrir et faire en sorte que les choses reviennent à la normalité. Et la diapositive va vous montrer l'approche générale. C'est ce que j'appelle le simulateur de vaccination COVID. L'idée pour pouvoir rendre ceci opérationnel, il faut que l'on ait des informations de la consommation. On a utilisé la Bulgarie, mais on pourrait utiliser n'importe quel autre pays. La plupart des pays sont relativement similaires lorsqu'on regarde aux dépenses et à la consommation. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne la consommation totale du ménage pour chacun des individus dans la maison. Ceci nous permet de calculer non seulement la consommation par groupe de 5 âges qui se retrouve en bas à gauche, et ceci suit la tendance que l'on peut voir dans la plupart des pays. En termes généraux, la consommation est assez continue sur la vie, mais vous pouvez voir à l'extrême gauche de cette image, c'est un peu moins pour les enfants, ça remonte pour les jeunes adultes, c'est plus élevé pour les adultes et ça commence à décliner pour les personnes plus âgées. Tout à fait à droite, c'est les dépenses sur les besoins essentiels, logement, nourriture, éducation. Et la même idée ici, malgré le fait qu'il s'agit d'autres paramètres, il y a une augmentation au cours de la vie avec ces dépenses, avec des déviations standards. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce que l'on fait, c'est que on peut prendre n'importe quel pays, population de n'importe quel pays, pour créer une simulation avec 1000 personnes, une population fausse et qui suit la distribution des âges du pays qui m'intéresse. On met la consommation, on octroie la consommation et on voit la consommation des individus selon leur âge. Et comme on a des déviations standards, on peut avoir un degré d'aléatoire là-dedans. Il y a des tas de choses que l'on peut intégrer au niveau des incertitudes. Mais lorsqu'on prend ces populations simulées, qu'on peut faire pour n'importe quel pays, on peut créer des tendances de dépenses avant la pandémie avec une distribution par âge et on peut également estimer leurs dépenses durant la pandémie, c'est-à-dire dans le déclin dans cette économie. Et ce sont des dépenses sur les besoins nécessaires, logement, nourriture, un peu d'éducation et encore une petite quantité que l'on calibre pour mettre le GDP PIB dans une situation normale. Donc, s'il y a eu une chute du PIB de 20%, on calcule cela en ce sens que la consommation a dû chuter 5%, puisque la plupart des PIB dans la plupart des pays est axé sur la consommation. Diapositive suivante, nous avons les bases de données des gens, de leurs dépenses par groupe d'âge, et c'est ici que l'on met les vaccins, en décidant qui est susceptible de recevoir les vaccins, en nous concentrant
sur les groupes d'âge. C'est la méthodologie adoptée par la plupart des pays. Nous allons vacciner les personnes de 50 ans ou plus, ceux au-dessus de 30, ceux au-dessus de 70, ceux que l'on choisisse. Peut être incorporé avec une mesure de pression de livraison. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais on peut établir un principe, on ne va pas vacciner tous les 50 ans et plus, seulement une référence. Et pour ceux qui sont vaccinés, leur consommation revient au niveau d'avant, avec en plus une partie qui a été augmentée grâce à leurs économies et leur épargne. Le taux d'épargne a augmenté dans l'ensemble. Il semblerait donc qu'il y a une quantité d'argent qui est susceptible d'être capturée. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, leur consommation reste la même qu'avant la consommation. Ils continuent à vivre sur les besoins nécessaires. On a fait ça 100 fois parce qu'il y a pas mal d'aspects aléatoires dans la bouteille et ceci nous donne un certain niveau d'incertitude. Nous mettons tous ensemble avec des ratios de PIB qui viennent de la Banque mondiale. Ceci nous donne une estimation des économies dans une stratégie COVID. On a ici choisi un bon exemple avec les Philippines pour l'année 2020. Le PIB des Philippines a chuté de 5%. Selon le Fonds monétaire international, le ratio taxe-PIB était à 14,5%, qui est très élevé. Si on vaccinait 80% des personnes âgées de 30 ans et plus, un tiers de la population, on a une estimation de dépenses ou contributions de chaque individu qui est de 53 $ en revenus par taxe à cause du retour au niveau de consommation antérieur à COVID, avec une variabilité qui est intégrée. L'estimation, c'est que cette stratégie donnerait un 3% de croissance de PIB par personne. Et c'est ainsi que l'on a ce chiffre. C'est très significatif. Ça représente 1,6 milliard de dollars en revenu fiscal. Ici, c'est la hausse parce qu'on a choisi ce pays. C'est un cas très, très différent, bien entendu. Il n'y a pas eu un déclin aussi large du point de vue économique en 2020. Le FMI disait GDP 0%. La croissance va être plus basse que ce qu'elle aurait été sans le COVID, mais pas de la même magnitude que l'on peut observer pour d'autres pays. On part du principe qu'il y a un déclin de 2% de PIB ou dans la consommation. Le ratio taxe-PIB se trouve à 10%. C'est beaucoup moindre qu'aux Philippines. Mais si on prend la même stratégie avec 80% des personnes de 30 ans et plus vaccinées, un tiers de la population, on a 7 $ en revenu fiscal par personne, ce qui est beaucoup moins que pour les Philippines, mais ce n'est pas à ignorer malgré tout. Nous estimons que cette stratégie de vaccination suppose un 1% de croissance par personne pour le PIB, ce qui représente 20% de rentrée en impôts. On peut faire ceci pour tous les pays. Il y a un large échantillon de pays qui ont été établis. On a fait ça pour à peu près 100 pays. Il s'agit de vaccination de toutes les personnes de 30 ans d'âge et plus. Pas d'hésitation, pas de problème de livraison. Le revenu impositif par personne est affecté par des tas de variabilités. L'Honduras, la République des Kyrgyzstan, plusieurs îles des risques qu'on disait tout à l'heure. Sinon, on parle de quantités qui, malgré tout, ne sont pas ignorées du point de vue des rentrées fiscales et de revenus fiscaux. Diapositive suivante. C'est ma dernière diapositive. En résumé, je dirais que pour moi, ça a été super fun, mais la méthodologie utilisée a donné de la vie à cette idée que, bien sûr, en vaccinant les gens, on les ramène à la normalité, que ceci suppose des bénéfices économiques, que ces bénéfices économiques vont générer des rentrées fiscales. Ici, il s'agit de mettre un chiffre là-dessus, de voir ceci de manière plus intangible. Clairement, il y a possibilité de raffiner ceci, puisque c'est une chose qui est particulière à chaque pays.
mais pour le faire de manière plus raffinée, on peut utiliser davantage d'informations de pays, pas la Bulgarie. Je ne pense pas que ça fera une grosse différence parce que les tendances de la consommation sont très similaires dans la plupart des pays, mais ceci nous donnerait un peu plus de résultats plus fiables en se concentrant sur les pays. On peut également voir combien l'économie s'est contrôlée en 2020 et on pourrait nous concentrer, au lieu de nous concentrer sur le PIB, on peut voir le VDP et voir quel est l'impact fiscal pur sur les pays. Mais je crois que l'idée d'utiliser cet outil pour discuter avec le ministère des Finances sur le coût réel de la stratégie de vaccination et savoir qu'il y a des avantages fiscaux et économiques qui accompagnent la stratégie de vaccination, c'est très utile au niveau des négociations avec les ressources pour la santé, pour élargir la stratégie de la vaccination et prendre des rentrées fiscales pour le réinvestir dans le système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, super, bien fait. Merci, merci beaucoup. Quelle belle présentation. Et je vais vous demander de poser vos questions dans la section chat. Espérons que John pourra rester avec nous pour un petit instant encore. Et pour des questions de temps, je vais passer à la présentation suivante pour un commentaire sur la question des conversations finances dans la plupart des pays peut être, ouais, bon, ben, ce que ça coûte par personne pour faire vacciner la personne. Vous allez montrer que le retour sur les revenus va être important. L'argument reste là, quoi qu'il en soit, ça fait de par soi-même au niveau de l'augmentation des rentrées pour le gouvernement par comparaison à pas de vaccination. Et au niveau du coût de vaccination, je vais passer la parole à Peignon Kim, qui vient de notre bureau régional au Laos pour l'OMS. Merci pour cette opportunité de pouvoir parler de ce sujet. L'outil CVIC. Cet instrument nous donne une structure, une estimation inclusive de l'augmentation des coûts de capitaux et au niveau du déploiement de vaccins COVID en ligne avec le plan de déploiement et de vaccination. Cet instrument a la possibilité de voir la population, la disponibilité des vaccins et également les priorisations au niveau de la population. Ici, il y a une calculation automatique du coût sur une période de 3 ans et pour chaque groupe d'âge pour l'introduction et le déploiement de la vaccination COVID-19. Alors, partons du principe que l'on établit des idées de base population visée avec les travailleurs de la santé, la population plus âgée, plus de 60%, 7% de la population. Mais lors de cet exercice, il y a également l'inclusion des adolescents dans cet exercice. La couverture est basée sur la livraison du vaccin plutôt que la couverture de la population. Dans cet exercice, on a parlé de 4 scénarios possibles. Numéro 1, tous les adultes auront une vaccination d'ici la fin de l'année, avec 13% de la population au cours de l'année suivante. Dans le scénario numéro 2, tous les adolescents sont couverts avec des doses de renforcement. C'est le scénario 3A et de manière annuelle, on a une dose de renforcement en utilisant notre outil CVIC.
livraison disponibilité de COVID-19, ceci viendra de COVAX et de donations de manière bilatérale et multilatérale. Et ici, on peut voir que la distribution des disponibilités de vaccins pour l'année 2020 est basée sur des données de la Banque mondiale en tenant compte d'une série de paramètres. D'ici la fin de l'année, 55% de la population 2020 sera protégée, 30% de vaccins COVAX et 35% de vaccins non COVAX. Ici, pour les vaccins COVAX, sur la population a été mis à 7 $ par dose et le coût des autres vaccins COVAX ont été mis à 7 $ par dose et 14 par dose pour JJ avec un régime d'une dose. Le coût d'une dose de renforcement a été établi à 7 $ pour des raisons de planification. Livraison. Basée sur la couverture, 14% de la population totale a été considérée comme étant difficile à atteindre. Il y a 4 modalités de livraison dans cet outil. Site fixe avec chaîne de froid, site fixe sans chaîne de froid, restitution résidentielle et site mobile. Basé sur le plan, les vaccins J&J vont être utilisés pour les zones plus éloignées pour minimiser l'impact de la chaîne de froid nécessaire. Pour les adolescents, seulement Pfizer a été utilisé. Il y a différentes distributions, des points de distribution avec plus de 2400 points et le chiffre maximal qui peut être déployé sans mettre en difficulté le service de santé a été estimé à 4739, y compris 1100 étudiants avec des RRHR du secteur privé, avec 36% du total des travailleurs. Il y a eu une couverture de vaccin qui a été prévue pour 100% de la population. Le coût de transport représente 3 $ de frais pour le transport par motocyclette et pour le travailleur, les compensations sont établies à 3 $ également, 30 000 LAC. Les résultats préliminaires, notre outil, notre instrument a fait une évaluation sur une période de 3 ans. Le total pour la couverture était de 77,5 millions de dollars pour une période de 3 ans dans le premier scénario. Pour la couverture de tous les adolescents coûtera 19 millions et la dose de renforcement dans le scénario 3 et 3B représentera à peu près 50 millions et 80 millions. Les coûts de livraison par dose ont représenté à peu près 2 $. Pour l'immunisation totale d'une personne, c'est également été établi dans l'instrument, l'outil CVIC. Pour l'introduction et le déploiement des vaccins COVID-19, avec un dose renforcement représentait 77 millions. 177 millions de dollars. Ici, sur cette diapositive, on voit que la distribution des coûts par période de temps, par scénario, diapositive suivante. Ici, nous voyons une répartition des coûts selon la calibration commune. Ceci est présenté comme un total sur une période de 3 ans. Nous donnons également un coût par période qui n'est pas nécessairement montré ici. Nous avons également ces différentes répartitions par tarte avec les
différentes allocations. Ici, nous voyons les doses de vaccins par scénario. Pour ce qui est de la hausse, il s'agit de donations principalement. Il faut savoir que les doses sont nécessaires pour que le gouvernement puisse pouvoir communiquer avec les autres pays sur ces demandes spécifiques. Pour la couverture, avec tous les adolescents, avec une dose de renforcement, 16 millions de doses seront nécessaires. Pour la dose de renforcement, 20 millions de doses seront nécessaires. Alors, le mapping des ressources. Selon les informations disponibles, le financement pour la population n'a pas été inclus ici. Diapositive suivante. Oui, c'est la dernière diapositive. Alors, l'outil CVC est véritablement utilisé pour renforcer une détermination des coûts de capitaux. Et ici, ça a été utilisé pour les questions de budget au niveau de la vaccination COVID-19. Je vous remercie pour votre attention. C'est tout pour ma présentation. Merci. Eh bien, voilà une présentation impressionnante, très détaillée. Ce que nous pouvons retenir aussi, espérons que vous allez pouvoir rester ici. Ces présentations sont partagées. Ici, on peut voir certains des inputs et des scénarios avec lesquels le PDR est utilisé. Nous avons entendu parler de l'innovation autour de l'inclusion des boosters de doses de renforcement, mais aussi avec certains cas de figure que toi et ton équipe avez préparés avec l'organisation des coûts. C'est impressionnant. Et comment vous organisez certains outputs. Je pense que ceci a du sens. Mais dans un endroit comme le Laos, en plus, qui a été mentionné par John auparavant, les rentrées, les retours des gouvernements pour une vaccination de COVID, une stratégie que lui avait modelée et se représentait 9 $. Et par personne, on voit au Laos que ce n'est pas véritablement éloigné du coût de vaccination. On ne parle pas de grosses différences. Lorsque l'on commence à faire ce genre d'argument au ministère des Finances, on peut commencer à dire, eh bien, écoutez, voici, et c'est ce que vous pouvez attendre comme augmentation de rentrée pour le gouvernement selon ce scénario. Et ça, c'est le coût. Non seulement on présente une facture en termes de coût, mais on présente également quelques rentrées en augmentation pour le gouvernement qui accompagnent cette facture. Je peux imaginer que pour un ministère de la Finance, ce serait un argument de plus de poids que de simplement présenter la facture du coût de la vaccination. Je vais passer maintenant à non seulement le coût de réponse COVID-19, il s'agit non seulement de la rationnelle économique, de l'investissement pour la réponse économique, de vaccination COVID-19, mais aussi de faire en sorte que nous avons une belle formation de budget, une bonne exécution autour de COVID-19 vaccination. Beaucoup de pays dans leur budget d'exécution pour COVID-19 qui n'a pas été parfait. Il y a beaucoup de choses qui étaient laissées de côté, comme ça a été entendu dans d'autres webinaires de cette série. Et Emiko va nous dire du genre de changements qui ont été entendus pour littéralement appliquer et faire les choses que les dépenses dans l'espace COVID-19 soient plus efficaces. Merci, Peter. Bonjour, bonsoir, selon que vous soyez plus à l'est ou plus à l'ouest dans le monde.
On est ici pour parler de certaines expériences de l'organisation de finances publiques. PFM est un problème perdurant dans beaucoup de pays, comme même avant COVID-19. Je vais simplement souligner certains défis qui existaient déjà au niveau du cycle budget. Avec la préparation du budget, il y a un défi qui a à voir avec une coordination faible de processus, un manque de connexion entre la planification et le budget, et également les fonds qui sont inadéquats et des retards dans le transfert des fonds qui contribuent tous et toutes dans les activités des gouvernements, y compris avec la réponse aux actions COVID-19 en réponse à ce virus et le déploiement du vaccin. Souvent, il y a une question qui se pose au niveau subnational avec l'exécution du budget qui ont comme résultat un retard dans la mise en place des activités ainsi que l'achat des besoins nécessaires, des biens nécessaires avec différentes sources de revenus pour contribuer au financement au niveau des centres et un budget limité pour pouvoir maintenir et opérer les activités clés. Et au niveau de la comptabilité, du suivi et du rapport, les défis se présentent souvent autour de systèmes d'information et de comptabilité. Il y a un manque de budget suivi, également un suivi sur les dépenses et un contrôle de dépenses qui est faible, avec des données qui sont souvent altérées et un manque d'harmonisation et de consolidation entre tous les partenaires. Avec ce, on trouve souvent un nombre limité de personnel qualifié et également d'une capacité limitée du point de vue de la gestion financière avec les agents qui travaillent à tous les niveaux, mais aussi un problème de procédure qui a permis au gouvernement de transférer les fonds selon les règles en vigueur. Le manque de transparence et de responsabilité est également une zone qui continue à être un véritable défi dans notre système. Diapositive suivante. Je crois que l'on a beaucoup parlé du Laos. Je crois qu'il s'agit de voir un peu plus près ce qui s'est passé avec l'économie du Laos comme conséquence de COVID. Et je pense que c'est très similaire à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays dans cette région et même à l'extérieur de cette région. L'impact de COVID-19 du point de vue de l'économie a été significatif. Depuis 2000, PDR a vu une des économies plus rapide dans le monde, avec en moyenne un 67% de croissance de PIB durant cette période. Mais lorsque COVID-19 est arrivé, l'économie a été durement touchée avec un déclin très significatif dans le PIB en 2020 pour atteindre son niveau le plus bas sur 3 décennies. Et ceci nous ramène sur le déclin des revenus au niveau national. Et je pense que c'est important en connexion avec le financement durable pour la réponse COVID-19 et vaccination. Les pays ont déjà vu une baisse significative dans le revenu, avec également des confinements qui continuent au Laos qui empêche une rectification de revenus, même en 2021, même si on peut voir au monde de l'économie pour 2021. Les dépenses publiques sont légèrement plus élevées lors de cette période COVID-19 et il semblerait que ça devrait également augmenter en 2021, ce qui résulterait en une augmentation avec la dette et véritablement, ça rend les choses difficiles pour les pays
à l'heure de collecter les fonds suffisants et le financement des ressources nécessaires pour la réponse à COVID-19. Et COVID-19 a également exacerbé beaucoup de ces questions, ces points de pression qui existaient déjà avant COVID-19. Du point de vue du budget de la santé, le Laos est peut-être caractérisé par les dépenses du gouvernement dans le secteur de la santé. Il y a eu une augmentation significative du budget au cours de cette période, comme ça peut être vu ici, avec les dépenses budgétaires du gouvernement qui est passé de 56 $ par tête en 2019 à 72 $ en 2019 sur base des résultats d'études financières en 2021. Au niveau de l'exécution dans le secteur, ça reste un problème. Dans la plupart des cas, on voit ici sur la droite, pour 2019, 88% du budget a été exécuté et en 2020, le plan du budget a été revu après le COVID-19 2019 avec une révision du plan et le budget mis à disposition était à 98% au-dessus du budget. Et maintenant, à date du 21 août 2021, 47% du budget a été mis à disposition et nous voudrions voir ce qui va se passer pour le reste de la période. De plus, le gouvernement a approuvé un budget supplémentaire pour utilisation d'urgence, ce qui a été approuvé pour le secteur de réponse à COVID-19. Et de manière conséquente, en 2021, nous avons 7 milliards de kits pour ces plans d'urgence avec l'objectif spécifique d'augmenter l'achat de vaccins en 2021. Jusqu'à présent, à part ces 7 milliards, 1,5 milliard ont été mis à disposition à ce moment-ci. Je voulais simplement parler de ce qui change ou quelles modifications ont été apportées au niveau des politiques ou de budget en mode de réponse à COVID-19. MO a mobilisé des ressources significatives pour répondre aux sources nationales et également nationales extérieures. Il y a eu une approbation supplémentaire du budget pour mettre à disposition des fonds d'urgence pour les travailleurs de première ligne, avec des budgets qui ont été approuvés de manière expéditive pour la réponse expéditive, ce qui a été essentiel pour permettre les fonds d'atteindre les travailleurs de première ligne aussi vite que possible et également savoir que la baisse dans les ordres, dans les commandes ont permis d'avoir une plus grande réponse à l'heure de faire les modifications, les adaptations. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, en 2021, le gouvernement a émis un décret par lequel il y avait une concentration sur la mise en place des politiques de budget national pour la prévention COVID-19 et des activités de contrôle et pour déterminer le taux d'incentivation pour le personnel soignant qui participe dans les activités de réponse à COVID-19 et des modifications qui ont été introduites aussi, c'est du côté des achats. Le gouvernement a un comité d'achat spécifique pour COVID-19 qui a été mis en place en 2020. Le comité, lui, est mené par l'adjoint du Premier ministre pour permettre la coordination à travers les ministères. Il a également été mentionné que le vaccin COVID-19 a été financé par les différents partenaires et la réponse COVID-19 d'ensemble viennent de différentes sources, y compris le gouvernement
avec son budget essentiel également supplémentaire et également les ressources extérieures avec des donations pour les vaccins ou des prêts avec une contribution privée du secteur privé avec la contribution sociale elle-même. Il y a eu différents types de dépenses qui sont permises sur base du type de fonds qui sont mis à disposition, mais comme vous pouvez l'observer, il y a tellement de partenaires qu'il était difficile de les faire tenir dans une case. Du point de vue des différentes sources de financement des fonds, ceci crée également un flux qui peut rendre les choses plus difficiles à l'heure d'avoir les différents fonds qui devront aller aux différents niveaux et être mis à disposition pour les différents services. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour chacun de ces cas d'espèce. On peut voir maintenant que les prêts, les donations sont donnés via différentes sources qui demandent à ce que les différents fonds puissent passer par différentes procédures de rapport et de comptabilité. Simplement pour voir quelques défis PFM en réponse à COVID-19, nous savons maintenant que le gros défi, c'est qu'il n'y a pas de ligne de budget qui existe pour les fonds d'urgence lorsque les budgets annuels sont préparés. La redistribution à temps et la mise à disposition de fonds publics pour les travailleurs de première ligne, y compris le paiement de stimulation pour les travailleurs de première ligne qui ont souffert un retard. Le processus de la préparation du budget, l'approbation, l'exécution et le manque de capacité et des gérants de santé au niveau subnational, c'est un défi à l'heure de cette redistribution. Également, le manque de mécanismes de suivi pour savoir les choses se font entre le moment le ministère de la Santé reçoit les fonds et les différentes agences provinciales. Également, le retard à l'heure d'acheter du matériel médical essentiel et du matériel dû aux procédures qui sont rallongées avec les différentes étapes à l'heure de l'approbation de demande de budget. Je voulais simplement souligner certaines questions spécifiques en rapport avec l'exécution du budget pour le déploiement du vaccin. Ceci en particulier, cette diapositive vient du département de finances, nos confrères du ministère de la Santé et le flux des fonds pour les programmes de vaccination passe par différentes étapes et souvent, les questions en rapport avec le budget doivent passer par les différents niveaux et en rapport avec ce rapport, au niveau d'obtenir les détails sur les dépenses ou le budget de et vers le niveau subnational, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour l'approbation des fonds sans avoir les informations qui sont déjà transférées au niveau central. Il y a souvent des difficultés à l'heure d'avoir accès aux rapports financiers des unités de mise en place et l'information limitée peut être également un problème à l'heure de remplir les documents nécessaires et de présenter une demande de redistribution ou de fonds qui doivent être centrés sur dans une autre catégorie.
Encore une fois, j'ai déjà parlé des problèmes avec le flux des fonds. Il y a également des problèmes alors d'avoir la documentation adéquate. Il y a une série de pas et d'étapes qui sont nécessaires du point de vue du document pour la mise en place avec l'unité centrale, le département et finalement pour le département de finances. Donc, sur ceci, la ronde suivante de fonds ne serait pas mise à disposition. Donc, le retard à l'heure d'avoir les documents ensemble vont contribuer à des retards à l'heure de la mise en route de l'activité. Et je ne vais pas me répéter encore une fois, mais il y a une série de questions qui se posent et que j'ai souligné tout à l'heure. La capacité limitée au niveau central et subnational, c'est le problème d'alors d'obtenir ces documents ensemble et de faire en sorte que ce soit publié. Et j'aimerais souligner que les données limitées ou l'utilisation limitée des données pour le financement je montre un disconnect entre le ministère et les autres organismes. Malgré les défis, on voit des opportunités qui se présentent. Là, ça a une opportunité pour introduire un PFM à long terme avec les réformes durant la pandémie, en nous concentrant sur la mobilisation des ressources nationales et le renforcement de la durabilité financière et de promouvoir l'efficacité et la justesse dans la livraison du service public, la prestation de services publics. Au-delà de la phase 1, de la première étape, de la deuxième étape, nous cherchons sur la phase 3 de 2030 à pouvoir l'efficacité et la justesse à l'heure de donner les services. J'aimerais mettre un terme à ma présentation avec la dernière diapositive. Je voudrais souligner le type de renforcement nécessaire pour le système pour être prêt pour le COVID-19 et au-delà. Clairement, ce que COVID-19 fait, c'est que ça a posé une pression pour le système PFM qui est déjà mal à l'aise, mais on a également des opportunités pour renforcer et rendre le système plus robuste pour COVID-19 et au-delà, de telle façon que les partenaires ont déjà été contactés depuis du temps, y compris avec l'OMS, la Banque mondiale et d'autres qui apportent leur soutien pour le renforcement du système PFM à tous les niveaux. Encore une fois, pour revenir à la base, il s'agit d'avoir un système PFM solide pour avoir une base à l'heure d'utiliser les fonds publics de manière efficace et de pouvoir donner des services de qualité. Il n'y a rien d'autre que de travailler ensemble, développer des systèmes de contrôle avec un développement harmonieux des processus entre les partenaires et les procédures pour faire un suivi des donateurs, le financement et la consolidation des rapports au niveau des dépenses, soutenir les revues fréquentes des contrôles internes de respect des règles et au niveau central avec des districts et des zones provinciales ainsi que les centres de santé, faire une audit annuelle d'utilisation des fonds qui ont été reçus pour chaque année fiscale. Je voulais simplement vous remercier pour avoir eu l'opportunité de vous parler des défis de PFM et des changements qui ont été introduits durant le COVID et les opportunités qui existent pour renforcer le système PFM pour COVID-19 et au-delà. Merci. Eh bien, Amy, merci pour cette présentation et je souhaite simplement résumer ceci très rapidement. Et merci à nos collègues d'Emro en avance pour la patience. Et on espérait pouvoir aujourd'hui présenter et
donner les connaissances que nous avons pour les techniques qui permettraient d'avoir un meilleur contact avec le ministère de la Finance pour comprendre comment eux voient les choses avec une augmentation des rentrées, bien sûr. Deuxièmement, raffiner les estimations qui viennent de ces outils spécifiques. Et troisièmement, indiquer l'importance qu'il y a non seulement de scénarios pour trouver une augmentation de distribution du budget pour le ministère de la Santé, en particulier pour les vaccinations COVID-19. Il s'agit de faire en sorte que les confrères au Laos sont tout à fait formés et entraînés et qu'ils comprennent l'importance de ceci, ce qui a été souligné par Rémi avec les objectifs de revenus pour le gouvernement du Laos, qui ne sont pas aussi clairs qu'au cours des années antérieures. Donc, il semblerait que nous avons cette différence entre ce qui est dans le budget et ce qui est également donné. Et ça a été une observation fondamentale que les confrères de Laos doivent comprendre pour s'adapter à la nouvelle réalité qui est plus difficile à l'heure de prévoir les rentrées et ceci dû à l'état précaire des économies. Encore merci, autre présentateur, et je te passe à la parole, Karen. Merci à tous pour ces présentations. C'est un plaisir pour moi de présenter le Dr. Khamroul Hassan de l'OMS EMRO. Eh bien, merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes. Je suis ici à OMS EMRO. Très bien, et merci à nos collègues et confrères pour ces présentations que nous avons appréciées. Avec ce modèle et particulièrement la dernière avec le défi qui se présente dans le pays à l'heure de gérer les fonds des sources différentes. Et c'était très intéressant. De notre point de vue, chez EMRO, nous avons 22 pays. Avec COVAX qui est venu pour les pays. Et l'autre moitié, c'est des pays à plus haut niveau. Il s'agit de l'utilisation de MDVP au début de l'année et l'année passée quand on a commencé à faire ça. Et on a fait une étude des coûts durant cette période. Mais c'est une partie basique. Il y a des pays qui ont commencé à 10-20%. Et ce n'était pas possible de continuer sans utiliser un outil spécial. Quand les règles DVP ont été publiées et que nous avons encouragé tous les pays de faire leur DVP et faire leur cours en utilisant l'outil CVIC, certains pays ont fait ces études de cours, mais d'autres pays ont seulement utilisé le CVIC avec des partenaires comme le Soudan, avec la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux présentations de notre côté. La première vient de notre confrère dans notre bureau régional au Samabile, qui a fait ses vérifications de vaccination et il présentera le progrès d'ensemble au niveau de vaccination COVID-EMRO en parlant de l'importance du coût. Nous écouterons ensuite de notre confrère de Syrie, Dr. Asman, avec l'expérience à l'heure d'utiliser l'outil CVIC pour l'établissement des coûts. Je vais passer la parole au Dr. Asman Malé. Merci pour votre présentation.
Merci. On va commencer avec notre présentation sur l'importance de l'établissement des coûts pour le vaccin COVID-19, le déploiement. Et je prends ceci de notre confrère. Il s'agit ici de 6 millions de doses qui ont été administrées depuis le début de la vaccination, mais 54 pays sont en dessous de ce taux de 10%, comme on peut le voir ici sur cette carte. Emro et Afro sont derrière et il s'agit en fait d'un problème. Nous devons faire en sorte que ce soit connu au niveau de la vaccination. L'idée, c'était qu'il y ait des normes d'égalité. Mais maintenant, nous voyons que nous avons des problèmes, nous sommes en difficulté et nous essayons en faire en sorte que notre région soit vaccinée ou équipée pour la vaccination depuis le début. COVAX, à ce chiffre ici, c'était il y a quelques jours, mais chaque jour, nous avons un nouveau chiffre et nous avons à ce jour 330 millions de doses qui ont été envoyées à plus de 141 pays. Diapositive suivante. Simplement pour rappel que l'objectif d'atteindre 70% de taux de vaccination de la population dans l'ensemble pour essayer de freiner la pandémie de manière plus rapide, cet objectif était basé initialement sur des impératifs de santé et économique, en plus de la situation et ce que le vaccin peut faire à l'heure de prévenir, de protéger les personnes de cette maladie. Bien sûr, nous avons également une évaluation basée là-dessus avec une préparation de cet objectif. En attendant, nous avons eu des objectifs dès le mois de septembre qui ont été atteints. Chaque pays devrait atteindre ce pourcentage et d'ici la fin de cette année, chaque pays devrait atteindre 40%. Ici, allons directement au pays et la couverture de population dans la région pour les 22 pays. Comme vous pouvez l'observer, nous avons les pays qui ont des hauts revenus ou qui s'autofinancent. Ensuite, nous avons ces 11 pays parmi lesquels certains ne remplissent pas les conditions. Et lorsque nous voyons ici qu'il y a un mélange avec 13 pays qui sont arrivés à 30%, mais si on recherche 40%, seulement 5 pays ont réussi à y arriver. 20 à 40 de ces pays, il y a 3 pays, malheureusement. Mais lorsque nous parlons de mon pays, on est à 10%. En dehors de ceci, 70 Gavi se retrouve à moins de 10% et en réalité, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Nous essayons de travailler avec tous ces pays. Mais en positif, nous avons 7 pays qui peuvent encore, d'ici la fin de cette année, pouvoir y arriver. Comme vous pouvez voir, Oman, Koweït, Liban, Jordanie, Iran, Libye, Irak, avec 20% au plus, et la tendance de la consommation des vaccins est en augmentation et en niveau très élevé. Nous savons qu'il y a 1,5 million de doses qui sont distribuées de manière quotidienne dans certains cas. Encore une fois, la même diapositive, mais plus concentrée pour que l'on voit les pays à haut revenu, Jordanie, Tunisie, Maroc, et ils arrivent à plus de 20% et plus de 40%, alors que le reste est encore à la traîne pour essayer d'atteindre 10% de couverture. Nous espérons que ceci va pouvoir être changé. En réalité, j'aimerais parler ici du coût comme titre de ma présentation, mais bien sûr, j'ai besoin
de mettre ce coût intégré parce que, comme nous savons, il y a un instrument CVC qui a été développé, mais quand on parle de coût, quel que soit l'outil qui est utilisé, ça peut être accepté, ça peut être très bon, mais il faut au moins avoir euh, un instrument valable pour calculer le budget. Je crois que cet outil CVC peut être un soutien pour la mobilisation des ressources avec un trou financier qui est observé. Ensuite, on peut faire en sorte que ceci modifie. Il est important que cet outil CVIC, le NDVB devrait être actualisé, mis à jour pour chaque pays. Et comme ça a été dit, il s'agit de développer au début du cycle de vaccination, mais à la fin de 2021, maintenant, certains pays le font et ça doit être mis à jour parce que sinon, ça aura un impact sur la population, un impact sur les stratégies et le budget et le coût qui seront impactés. C'est en fait permet d'avoir un dialogue avec les parties prenantes et les centres de santé principaux, ce qui est excellent. Et on peut voir le niveau global d'immunisation avait une modification de 5 même dans beaucoup de pays au début de cette pandémie. L'immunisation de routine, en plus de tous les services de santé, ont vu une chute dans certains endroits de 20 En réalité, ceci a été préparé pour aider les pays alors de planifier, de voir les coûts pour COVID-19 vaccins, mais il faut voir également l'achat ou la disponibilité des vaccins pour les populations. Ici, j'ai essayé de répliquer mon analyse pour certains pays où nous avons d'excellentes informations de données sur le taux de consommation pour voir ce qu'il se passe entre la livraison des pays, le coût et le taux de consommation. On a fait ceci sur une période de 3 ans avec la troisième semaine de septembre comme de semaine ultérieure. On a deuxième et troisième ici. On peut voir qu'il y a un énorme problème avec le Yémen où il y a une baisse significative, tout comme en Afghanistan, dans le processus de vaccination à cause de la disponibilité des vaccins. Si vous avez ici vos yeux sur le Yémen, on a une grosse inquiétude au niveau de la couverture pour certains cas. On peut observer que la plupart des pays maintenant sont en train d'améliorer leur taux de consommation qui maintenant est en augmentation de 6 7 8 mais il s'agit de revenir au même niveau que sur le mois de septembre, mais en étant en augmentation. Il s'agit de voir combien d'augmentation on peut avoir. Également pour tous les autres pays, la Tunisie, encore une fois, 6 fois sur le taux de consommation régulier. Ici, on essaie de calculer le taux de consommation pour chaque pays, dans chaque pays que nous avons, pour lesquels nous avons des données complètes. Comme vous pouvez l'observer ici, c'était calculé par dose, administré en dose de la zone. Et lorsqu'on leur demandait les pays, ils nous disaient, bon, la couverture n'est pas bonne. On a souhaité faire en sorte que la consommation de vaccins, quand c'est utilisé, augmente et avec la garantie que vous recevrez ceci. Et à ce moment-là, vous devez l'utiliser. Si vous intégrez ça dans le coût ou le NDVP, vous avez ce coût d'opération qui est déjà établi pour gérer tout cela avec les vaccins, la disponibilité des vaccins. Ça se passe assez bien et comme on peut le voir, nous avons au moins du Liban et d'autres pays avec le Pakistan et la Syrie et qui sont à moins de 50
Et pour le Djibouti, la Somalie et le Yémen, on est dans des niveaux très, très bas. Ici, je vous donne un exemple du Yémen. Et encore une fois, c'est extrait du travail de confrères pour insister sur le fait que nous essayons de réduire les trous de couverture. Malheureusement, on atteint 0,5% de couverture avec 15 000 vaccinés seulement et on doit vacciner 11 000 personnes supplémentaires pour atteindre les objectifs 10%, 20% ou 30%. Et pour les 40% d'infectés, nous avons besoin au moins de 3 500 et malheureusement, le taux de consommation est en baisse mois après mois, mais nous devons dire que même si la disponibilité est un problème, l'acceptation du vaccin, peut-être pour les autorités, peut-être que le vaccin n'est pas accepté, c'est un autre problème. Et nous devons mentionner ça via EMRO avec 7 ou 8%, oui, 7 ou 8 pays qui ont des problèmes économiques ou des problèmes civils et un de ces pays souffre beaucoup. Comme vous le savez, nous avons deux autorités, une au nord et une au sud. Ici, je peux dire que MRO, même si on arrive à 38% de population à travers la région, mais comme vous pouvez le voir encore une fois, il s'agit de couverture parmi les pays et selon le type de pays, Gavi AMC, NIO-AMC, HMC ou HIC, grosse différence. Et ceci sépare 100 000 individus de la population. Ici, il s'agit de voir la disponibilité de vaccins. Pour la plupart des pays, ça se passe bien. Je peux prendre des exemples où ça se passe très bien, mais il reste que le problème de disponibilité des vaccins est un problème. Les coûts d'opération sont un problème, bien sûr. Et ici, on essaie de faire une évaluation, une prévision pour les pays pour arriver à 20%. Combien de doses sont nécessaires? Et vous pouvez observer que la situation est inquiétante, disons-le ainsi. On a besoin de 115 millions de doses pour notre région. Pour ces 11 pays qui ont été encore recrutés pour faire une étude toutes les semaines. Diapositive suivante, encore une fois, pour arriver à ce pourcentage, on a besoin de 180 millions de doses pour ce pays. Je crois que l'on doit maintenant dire qu'il est essentiel d'avoir un DVP qui soit à jour avec une priorisation sur la population selon les règles. Il faut mobiliser les ressources du point de vue opérationnel, coût des vaccins, et ensuite nous identifions les trous financiers pour savoir quelle est la source des fonds pour identifier la stratégie et d'avoir une mise en place efficace qui devrait être intégrée dans le système de santé et en supplément avoir une meilleure utilisation des ressources disponibles avec le plan et ou ressources humaines, et ceci nous aidera à une mise en place de la livraison de vaccins de manière plus civilisée et sans problème. Bien sûr, ce plan peut être étendu. Le coût NDVP lui-même, le coût peut être pour des périodes prolongées et garantir la durabilité. Diapositive suivante. Message de la fin, l'établissement du coût est essentiel et intégral de NDVP. Le coût doit considérer le coût d'opération et le coût du vaccin. La planification et la discrimination des coûts permettent de mettre en phase la consommation, le taux de consommation et la disponibilité des vaccins. Toutes les composantes du système de mise en place de distribution des vaccins doivent être établies comme coût
et les fonds doivent être préparés pour administrer de manière efficace le vaccin. Et le CVIC est un instrument, un outil important, c'en est qu'un, mais c'est très important. Eh bien, merci Osama pour cette présentation sur le taux de vaccination et l'importance du coût. Je sais que nous avons des problèmes de temps. Nous sommes en arrière sur notre horaire prévu. Je vais passer la parole à notre collègue Osmat Hassan pour partager les expériences. Osmat, c'est à toi. Bonjour, bon après-midi. En fait, j'espère que vous pourrez m'entendre suffisamment bien. Merci pour m'avoir donné la possibilité de présenter cette expérience. C'est très intéressant, spécialement alors que nous préparions le plan de déploiement national avec l'information du coût en même temps, ce que je recommande pour les autres pays. Maintenant, diapositive suivante, nous essayons de prendre tous les inputs et outputs dans l'établissement du coût. Très intéressant de voir les micros et les macros, et notre confrère au Laos a présenté ceci. Ici, on parle uniquement des coûts avant le fond ou essayer de trouver de l'argent pour ceci. Mais il s'agit d'une recherche des trous qui est assez importante. Dans les phases de préparation, nous avons 3 étapes: l'identification, la quantification, la valorisation. Identification avec tous les inputs importants. La deuxième partie, la deuxième étape, quantification, qu'il s'agit de trouver des quantités non monétaires pour mesurer la contribution des inputs dans la provision des services qui vont être établis par coût. Évaluation ou valeur, nous allons voir ça après. Avant de commencer, on doit préparer les données. Les données sont nécessaires pour l'établissement des coûts par population. Les phases de mise en place, le gouvernement a décidé, l'OMS, le gouvernement et les unités ont décidé ensemble de prendre en main 2 scénarios avec une population qui allait être couverte lors de la première phase. 2 scénarios, 3 et 17%, ce qui représente 20% de couverture. L'information qu'on a déjà reçue avant de commencer à parler de médecins pour chaque espace et de ressources pour aider, ce qui est très important parce que, spécialement quand c'est la Syrie, on parle de travailleurs. Et on a également préparé des informations sur la formation et l'atelier de travail, dont on a besoin pour ce travail, la logistique des équipes au niveau des opérations et le développement des communications et de la campagne, ce qui est très coûteux en dehors de ceci. Et source pour les données, c'est venait internationaux pour ce boulot. L'OMS également a donné des experts et le ministère de la Santé a vu ces officiers étant présents avec les informations déjà collectées, étaient principalement sur la santé des femmes. Et COVAX et Gavi a été véritablement notre source importante car il y a déjà une information en rapport avec le vaccin et la disponibilité des marchandises. L'outil CVIC nous a aidé à l'heure de distribuer l'argent pour chacun de ces aspects parce que c'est généré de manière automatique de notre application CVIC. En termes de limites,
Ici, on doit dire beaucoup de limites, beaucoup de contraintes, car on utilise un instrument qui a été établi pour chaque pays, pas seulement pour la Syrie. Ici, il faut qu'il y ait des inputs spécifiques par pays, ce qui est essentiel au début pour pouvoir inclure toute l'information sur le pays. Et c'est quelque chose que nous obtiendrons. Ici, il s'agit d'aider les gouvernements avant la mise en place de mise en route. Il est important de suivre cet outil et voir comment il est bâti. Le modèle de coût est sur une information générale qui peut ne pas comprendre, inclure tous les aspects. Il faut donc faire en sorte que l'information nécessaire puisse être récupérée. La quatrième limitation, c'est que les outputs sont basés sur des paramètres d'utilisateurs, y compris les unités de coût comme un modèle de coût avec le coût final de la population basé sur la population et la prestation de services, ainsi que les prix unitaires pour les inputs spécifiques. Et comme notre confrère des autres régions a dit, il faut qu'on parte sur des principes d'assumption. Eh bien, on pense que ce sera ceci ou cela. Il faut faire cela. Il n'y a pas d'autre option. C'est accepté par le gouvernement lui-même. Merci. Diapositive suivante. Suivante. Méthodologie et assumption. La population utilisée de Unoka est autogénérée de l'outil lui-même. J'ai parlé de la Syrie avec tous les événements et le nombre de la population qui est moindre que ce qui est généralement octroyé. Et ceci est un défi majeur, car si c'est vrai, ceci va avoir un impact sur le coût, car on parle du coût total, vous parlez de mise à disposition. Ici aussi, on doit utiliser des assumptions et certaines des figures doivent être actualisées en temps. Population visée pour la phase 1, 3% et la phase 2, 17%. Méthodologie également, on a une série d'études de coûts d'unité et les fréquences attendues. Pour ceci, nous avons déjà utilisé une estimation approximative. Le coût de l'unité dépend de ce que COVAX et l'outil va nous donner. Pas de devinettes ici, mais en dehors de ça, beaucoup de devinettes. Le coût est celui qui est... les coûts considérés sont ceux pour le gouvernement de Syrie et les partenaires financiers. Certains des éléments sont gratuits parce que ça va et ça vient avec d'autres projets. Il faut regarder le coût du gouvernement. Également, dans ce qui a été inclus avec le plan, il y a eu inclusion d'outils civiques avec une triangulation d'informations avec l'outil civique. Le coût que nous avons assumé avec le modèle civique qui est auto-généré, auto-inclus, au niveau des coûts d'investissement ou de coûts de restructuration en termes d'arrivée à les scénarios prévus n'est pas inclus, y compris santé. Je vais vous montrer un peu des informations qui font partie du chapitre. Diapositive suivante. La population telle que générée de l'outil représente 22,2 millions. Et il y a eu des discussions avec le gouvernement de Syrie durant lesquelles on cherchait à obtenir des informations, des limitations
avec 2021, 22 millions, 2022, 23 millions et 2023, 23,7 millions. Ce que l'on essaie de voir lors de notre présence, c'est de voir ce qui doit être couvert pour la phase 1, ce qui doit être couvert pour la phase 2. Pour la phase 1, on a couvert les travailleurs de santé, les personnels soignants à haut risque avec 4 600. Les autres, le reste du personnel sanitaire à 185 320, la population de 50 ans d'âge et plus. Pour la phase 1, la Syrie couvre 675 000 de 22 millions. Lors de la phase 2, nous aurons la deuxième partie avec des travailleurs essentiels qui font partie du ministère de l'Éducation, les maîtres et les maîtresses, et d'autres populations à haut risque qui sont à 858 000. Le total est 4 503 000. The vaccine pay governor rates, we have in phase 1, we consider needed vaccine for phase 1, 2 doses for 3%, based on the population size and on the what we are earmarking for phase 1. We need something like 1.4 million for phase 1, and which costs you something like 9.9 million, because as you know that we are considering easy price for Syria, what's available, which $7 per vaccine. Next slide, please. The second slide is talking about phase 2, which is we need something like 7.7 million doses, and the cost will come up with $54 million. Next, please. In the next slide, we are talking about, let me check, sorry. Yeah, we are talking about the vaccine supplies. This is what we already collected. The unit is taking from the plan itself. The unit cost is taking from the civic tool. And you can see that for phase 1, we need something like 300,000 for supplies and 600,000 for phase 2 as a supplies. And you can see at the bottom of the table that the data source is the vaccine supplies that's categorized in the civic tool. So really the civic tool help us a lot. Without it, we couldn't finalize the job. Now, next, please. Under the human resource for health, what needed is what's included in the national deployment plan. And this is really a lot of effort at the national team to come up with how many vaccinators they need, how many teams supporting what the doctors, district supervisor, logistician, all these taken from the national deployment plan. And the unit taking there. And the unit cost, we already asked the salary per day, and you can see that how many days for each one, and you can come up with the total needed money for human resource for health. It wasn't an easy job, but we already finalized it in a month or maybe 3 weeks and little bit. Next, please. For human resource for health, 17% are covered. What we need is that much human resource. If you check between this table and the table before, the same number of vaccinators, because we're using these vaccinators for both phases. We're not employing every time new vaccinator, but really this is taken in percentage of the target that we need to meet during this. Next slide, please. In terms of training and workshop, this is also based on the national deployment plan, and it's not us, it's not the costing people or myself who put how many training sessions. It is
really taken from the plan, and a lot of discussion between UNICEF, WHO, and the Ministry of Health during that time to come up with how many training sessions, how many training of this focal person, also coming to meeting a workshop. Also, it was a lot of debate. If you look at the cost, some of these costs are a flat rate cost because they're considering that, for example, for a meeting, supposed to have 20 people, how many people for per diem and how many, everything included during the meeting. They come up with something, some number, and this number is really in US dollar. Next, please. Now, the finding for human resource for health, you can see that for 3%, we come up with $1.7 million, and for 17%, we come up, we need $9 million. Now, I will show you at the end of the slide the total consolidated figures. Next, please. Under logistic and transport, here there is a lot of information regarding vehicle needed to go to all areas. And you know, Syria, that's distributed into 14 governorate or 14 districts. And there is a lot of limitation for some districts which you cannot reach it easily. So here, if you look at the quantity we're talking about, for example, vehicle, and we're not buying vehicle for this. If you check the unit cost, we're trying to put under unit cost per unit is the cost per day for each vehicle. And so it's a rent-a-car to go into this. So a lot of small information here we collected to come up with these figures. And you see that also we have some logistics for transport for district supervisor and for governorate. I want to say here that some of the information related to the vaccine and transportation of vaccine are also included, and it's up to the civic tool to come up with these numbers. Next, please. Monitoring and evaluation and communication, which consume a lot of money. For 3%, we come up with some kind of almost $1 million. And for 17%, we come up with $6 million. So all of these also, next, please. I will, next, yeah. Cold chain, under the cold chain, also it is, we use the information from UNICEF because fortunately that UNICEF had a lot of information related to this cold chain and also WHO, and we come up with this, this number. Now, in terms of, next please, final result, because we took more time. Okay, and the final result, next please, percentage of area of intervention, you can see that human resource for health and communication take the most of the cost in both phases. Next, please. Under the percentage, the composition of per area of intervention, you can see that under 3%, the distribution, and under 17%, the distribution. Let me go next also to show you the final result in terms of macro information. Next, please. Summary finding. Look at this. This is the result of all the costing, which is the total population, 22.5 million. Scenario 1, 3%. Scenario 2, 17%. The population is the first line. You can see that at the end of the day, 20% of the population is 4.5 million to be covered. And you can see that under all these, the vaccine is paid by them, but the others are in the National Development Plan. Something like $6.7 per person, per capita, the cost of the vaccine, not including the vaccine, and $7 for the vaccine. Thank you so much. I know that the ringing took a lot of time, but thank you for having the chance to give me the chance to present it. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Asmat, for your detailed presentation and this experience you shared with us.
Yeah, we passed our time, given time, unfortunately. So I'm not sure we can have any time for question answer directly. Better, I believe it's to be done through chat box. If any questions there, Dr. Asmat, if you kindly address those queries what they are. Our objective was to share this Syrian experience to other colleagues in our region, especially so to encourage them that how to make them understand how Syria benefited and how they can be benefited by using this tool, doing this exercise. So that was our objective. I hope our colleagues enjoyed this presentation, and they will come forward for such costing using Civic tool or any other tool, and we can help them. We are ready to help the countries who are willing to take this exercise. With that, I pass back to Karen, and thank you everybody for your support for this session. Over to you, Karen. Thanks very much. So this was very nice presentations in getting know more about MRO. So now coming to the end of the session, I would like to open up the feedback pool to understand how much you learned from this session. And ECHO team, please put up the questions. So there will be 2 questions. So, and we would like to know after the session, do you have a better understanding of the use of Civic tool? And you can choose yes, somewhat, or no. And then the second question will be after the session, are you more aware of the important areas of health finance besides costing that impacts the use and availability of funding for COVID-19 vaccination rollout? And also you will have 3 choices, yes, somewhat, and no. So can the ECHO team please put up the pool, please? Yeah, sure. Can just guess a few seconds. Yeah, thank you. And in the meantime, maybe we can also go to the next slide so that you can have some information. Yeah, okay. So I think you can also see the box pop up, and you can choose yes, somewhat, or no for each questions. The first question and see if how much you understand about Civic after the session. And the second one would be on how much you're aware of the important areas of health finance. And if we have enough response, we can also put up the results. And also just to let you all know that if you still have questions about the session, you can still put in the chat box or Q&A feature. We will answer you later through email. Okay. So if we ECHO team ready, we can also put up the results. Okay, great. So more than 76% better understanding of Civic. That will be good. So we also put in the chat box the support email and also the material, so you can have a check. Okay, so we can go to the next slide. Okay, here is the slide providing you with the webinar materials, including the recordings and slides. If you have further questions after the session, you can ask the TechNet21 forum or Telegram. And thanks very much for TechNet team for the support. Next slide. Okay, you will find the recordings of this session in English, French, and Spanish. And next week, we will have a session on Gavi and UNICEF's COVID-19 delivery support application. And that session also will be in English, French, and Spanish. Next slide.
And thanks very much again for your participations, and we look forward to seeing you again in the future sessions. And thanks for the translator doing the excellent interpretation, ECHO team, presenters, and all the colleagues supporting the sessions. Thanks so much. And any questions related to the session and topic that's not answered, we will share it in the experts, and then we will answer you through email. And wish you all have a lovely day. Thanks a lot. Bye. Thank you. Bye-bye.